Madame, Messieurs, bienvenue dans cette tribune consacrée à la 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 25, dont les travaux se sont ouverts ce lundi 2 décembre à Madrid, en Espagne, après la défection du Chili, quelques semaines seulement avant l'ouverture de ces travaux. La COP 25, donc, devra finaliser les règles d'application de l'accord de Paris et mettre l'accent sur le rôle de l'océan dans la lutte contre les changements climatiques. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui y prend part aux côtés d'autres dirigeants du monde, prendra la parole tout à l'heure pour un discours sur la position de l'Afrique centrale. Madame, Messieurs, nous réalisons cette émission en ayant une pensée pieuse pour notre collègue Borja Samba qui a disparu il y a quelques jours. Borja Samba qui était jusqu'ici directeur de l'information à Télécongo. Avec moi sur ce plateau, Brice Abanzono, Brice Aristide Benza, tous deux journalistes à Télécongo, Jocelyn Francis Ouabout, directeur de l'information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Ernest Blanchard-Dimi, journaliste à l'hebdomadaire Le Patriote. Bienvenue donc à vous, chers collègues et chers confrères. Merci. Le chef de l'État va s'exprimer d'un moment à l'autre. En attendant, nous allons jeter un regard sur cette rencontre de haut niveau sur le climat. Cette rencontre de Madrid sur le climat est la 25e du genre, nous l'avions dit. Les attentes sont multiples. Questions sur ce plateau. Questions, quels sont les enjeux de la COP 25 ? Je commence par ma gauche, Ouabout. Merci Aline. Il y a deux mots qui dominent cette conférence de Madrid. Il s'agit soit de l'espoir, soit de la capitulation. Espoir si les pays s'engagent à revoir leur politique, à revoir leur comportement, s'ils acceptent de s'engager, d'aller de l'avant pour créer les conditions d'une planète sécurisée sur le plan environnemental. Espoir également s'ils veulent bien entendu accepter de revoir à la hausse une série d'ambitions qu'ils affichaient jusqu'ici. J'ai également parlé de capitulation, ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Capitulation si justement nous voulons rester tels que nous étions, avec les vieux schémas, avec les vieilles habitudes, sans pour autant accepter de réduire le niveau de gaz à effet de serre tel qu'il nous l'a été défini. Et donc, cette capitulation fera que la planète continue de sombrer, continue de subir les différents effets, les différentes catastrophes auxquelles on assiste jusqu'ici. Donc, voilà un peu une première analyse que je peux faire. La deuxième chose, c'est un peu le nombre de participants. Il y a environ 200 signataires de l'accord de Paris. 160 sont annoncés pour Madrid. Est-ce qu'ils seront tous là? Déjà, on signale l'absence des grandes puissances, ceux-là sur lesquels on compte, soit parce qu'ils sont grands pollueurs, soit surtout parce qu'ils sont grands contributeurs. Donc, pendant 10 jours à peu près, parce que c'est du 2 au 13 décembre, on attend que les États acceptent de réduire de 7,6% leur niveau de gaz à effet de serre, bien sûr, pour s'engager dans un programme de 10 ans, c'est-à-dire de 2020 à 2030. Je pense que tout est quasiment dit. Quelque chose à ajouter, Brice? Non, il faut plutôt ajouter également qu'aujourd'hui, les changements climatiques font partie des plus grands défis, en tout cas auxquels les générations actuelles, donc la nôtre, et les générations futures sont confrontées. Enjeu, pourquoi? Parce que la COP 25 va s'atteler sur voir comment relever les engagements de Paris. Parce que Paris, c'était la conférence de dernière chance qui a permis à la communauté internationale de se doter d'un document universel qui puisse réguler le fonctionnement des États en matière des activités qui contribuent à dégrader l'environnement sur le plan climatique. Donc cette COP25 sera beaucoup plus technique parce que les États vont prendre acte des engagements de l'accord de Paris. Et le Chili pour l'organisation réussie de cette COP25. Après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste
plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Dois-je le rappeler, les forêts du bassin du Congo, c'est 220 millions d'hectares de forêt. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. C'est dans ce sens que mon pays, la République du Congo, a signé en septembre dernier une lettre d'intention avec l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Personne ne peut l'ignorer. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le Premier ministre du Maroc, mon ami, l'a dit tout à l'heure. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. Je vous remercie. Muchas gracias. Tiene la palabra el primer ministro de Bulgaria. Уважаеми колеги, уважаеми Педро, искам да те поздравя с изключително добрата организация и тази иновативност, която за първи път видяхме. Всички автомобили, с които участват, с които превозват делегациите, са на 100%. Voilà, le chef de l'État vient de parler, il vient de s'exprimer, il vient de donner sa position sur cette lutte, ce combat dans les changements climatiques. Denis Sassou Nguesso a été percutant, clair et direct, réitérant avec force son engagement dans la lutte contre les changements climatiques avec le Fonds bleu comme instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo dont il préside. Nous avons tous suivi le chef de l'État. Alors, quelle analyse faites-vous sur ce message bref et direct du président de la République? Je commence par vous, Monsieur Dimi. Bon, quelle analyse nous faisons de ce message qui, en réalité, se conforme à la réalité que nous vivons ici? Ce message nous dit les efforts que le Congo est en train d'entreprendre de jouer son rôle de gardien de la biodiversité universelle, partant notamment
du poumon écologique, le deuxième du monde, qui est le bassin du Congo. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le président de la République appelle l'ensemble de la communauté internationale à honorer les engagements, à aller sur le terrain de la pratique, de telle sorte qu'ensemble, que le Congo amplifie avec donc le reste de la communauté internationale les combats qu'il mène dans la préservation de la biodiversité. D'accord. Alors, un mot sur le message du président Brice Benza. Je commence par vous. Oui, Aline, je suis d'autant plus satisfait que le message du président de la République est rejoint sur tous les points. Le message lancé par le secrétaire général des Nations Unies à la veille même de l'ouverture de cette conférence. Antonio Guterres a indiqué dans un discours qu'il a prononcé que l'humanité doit mettre fin à cette guerre contre la nature. Et quand vous suivez le message du chef de l'État, un message court, simple, clair et précis, le chef de l'État met l'accent sur le respect des engagements que tous les pays ont eu à prendre lors de la COP 21 qui a abouti à la signature de l'accord sur le climat, l'accord de Paris. Voilà pourquoi le chef de l'État, parlant spécifiquement de l'initiative sous-régionale, notamment la mise en place du Fonds bleu de la Commission climat du bassin du Congo, il a insisté sur le fait que ce fonds a besoin aujourd'hui des financements à la fois privés et à la fois publics, pour que tous les projets qui ont été élaborés, préconisés, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre de la lutte contre les réchauffements du climat, soient mis en œuvre. Voilà pourquoi je pense que le chef de l'État a été très clair là-dessus. Alors, Brice. Aline, il faut commencer par dire, d'abord du point de vue de la forme, vous avez constaté que c'est un discours bref, concis, mais la concision, c'est par rapport aux exigences de ce genre de sommet. Bien sûr. Très souvent, à ce genre de sommet, le temps est limité. On vous donne 5 minutes de parlotte. Mais du point de vue du fond, c'est un discours profond par rapport aux enjeux de l'heure. Et le président, vous l'avez entendu, il dit qu'il reste fidèle à ses engagements pris par rapport à l'accord de Paris. On parlait au début, juste avant que le président n'intervienne, sur l'accord de Paris qui était un accord on l'a qualifié l'accord de dernière chance. La conférence de la COP 21 a été qualifiée de la conférence de dernière chance parce que cette conférence, je le disais, a permis à la communauté de se doter d'un document qui allait réguler, qui allait contraindre tous les États à se battre pour réduire le réchauffement climatique. Et le président parle du Fonds bleu. Et nous savons qu'aujourd'hui, le bassin du Congo, dans lequel nous vivons, est pleine de richesses, le président a parlé des tourbières, des mangroves, qui constituent des éléments qui peuvent concourir à la protection de l'environnement. Et Brice Benza l'a dit, il faut donc donner les moyens. La communauté internationale, que le président a appelé par la communauté mondiale, doit honorer ses engagements, ceux de mettre les moyens à la disposition des pays qui ont signé l'accord et ont créé le Fonds bleu pour le bassin du Congo, afin que ces pays passent de l'économie liée à l'exploitation des forêts plutôt à une autre économie qui est issue des ressources des eaux, notamment les eaux du fleuve, notamment le grand fleuve que nous avons. Voilà, donc le président reste fidèle à ses engagements. On aura peut-être, c'est parce qu'on était surpris par par rapport au programme de Madrid. Sinon, on allait revenir au cours de cette tribune sur tous les combats que le président a menés, on y reviendra. Qu'il a résumé dans on y reviendra, Brice Abanzounou. En écoutant tout à l'heure le chef de l'État, j'ai retenu une phrase. Il dit « je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, je reste acteur ». C'est une manière pour lui de dire... Vous vous êtes engagé à régler les problèmes qui concernent les forêts de l'Amazonie, mais regardez les fleuves qui sont autour du bassin du Congo, qui jusque-là attendent une action de votre part. Est-ce qu'on peut le traduire dans ce sens-là, Wabout? Bien sûr, Aline, c'est un discours qui dégage deux orientations, c'est-à-dire qui est assis sur deux problématiques. La première, c'est une prise de position. Voici ce que je fais. C'est les forêts, je lutte contre la déforestation, je cesse d'être spectateur, je suis plutôt acteur. Voici ce qu'il y a autour de moi, tout en pensant à ce qui se passe chez les autres. Et enfin, le président dit, pour réussir, voici le mécanisme, l'instrument que je vous propose, c'est justement le Fonds bleu. Et c'est là où justement, en dehors de la prise de parole, de la prise de position, il fait un plaidoyer.
vous l'avez dit ici, auprès des acteurs publics, auprès des acteurs privés. L'instrument est ici. C'est une façon également de sonder, en fait, les différents engagements pris par les uns et les autres. Est-ce qu'ils acceptent? On l'a dit au début, on a signé, on a pris des engagements, mais Madrid doit être la phase de la concrétisation. Qui va accepter de faire quoi et comment? Est-ce qu'on s'investit financièrement? Est-ce qu'on s'investit en apportant de la logistique? C'est là tout l'enjeu, mais ça, c'est la phase, je peux dire, la phase visible de l'iceberg. Mais dans les coulisses, il y aura des négociations qui vont être menées, soit sur le plan multilatéral, soit sur le plan bilatéral, pour que ce plaidoyer puisse trouver écho auprès des partenaires qui sont déjà ciblés. N'oubliez pas que depuis Oyo 2017, il y a une série d'engagements, sinon un planning qui avait été défini, qui a fait même, à partir de Kiltélé en avril 2018, qui a permis au roi du Maroc d'en être le sponsor, le parrain. Parce que lui également, là où il est, le président a cité le Premier ministre marocain, je pense que c'est un clin d'œil qu'il fait en rappelant que le Maroc a pris des grands engagements, est un acteur au premier plan de cette initiative qu'est le Fonds Bleu. Alors, Ernest Dimi, on croit au financement des partenaires sur la concrétisation du Fonds Bleu pour le bassin du Congo? Je crois qu'il faut y croire, parce qu'il s'agit d'un processus qui va de la survie du monde en dépend. Et dès que les États ont signé les documents relatifs, en connaissance des causes, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Et pour preuve, vous avez le président l'a dit, Ouabout l'a repris également ici, il a fait un clin d'œil au royaume du Maroc, qui en réalité est le principal bras financier de cette initiative. Cependant, il faut aussi dire, de manière globale, le faire constater que dans ce processus de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, alors les États prennent plus les engagements qu'ils ne les appliquent sur le terrain, au point où on se demande jusqu'à quand les gros pollueurs, notamment, vont-ils respecter les engagements qu'ils prennent? Alors, je rappelle que la Commission climat du bassin du Congo regroupe 16 États au total, et dans les besoins établis, la Commission, donc le Fonds Bleu, qui est aujourd'hui l'instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo, a besoin de entre 3 à 5 milliards de dollars pour régler tous ces problèmes qui sont autour du bassin du Congo. Alors, on a suivi le chef de l'État. Les discussions vont se poursuivre dans les coulisses. Nous pensons-nous qu'à son retour, le chef de l'État reviendra avec quelque chose de concret, quelque chose d'important sur ce projet Fonds Bleu? On ne peut pas répondre de façon négative ou positive à cette interrogation. C'est-à-dire le chef de l'État, on l'a dit, reste constant dans son plaidoyer pour que la communauté internationale mette les moyens à la disposition de l'instrument qu'il met justement à la disposition de la communauté internationale, le Fonds Bleu. Et le président a parlé du Maroc. Rappelez-vous que c'est à Marrakech, au Maroc justement, que le Fonds Bleu, l'idée de la création du Fonds Bleu a été officiellement annoncée par le président avant que les États signataires de Fonds Bleu se retrouvent à Oyo pour signer ce document, pour faire naître cette plateforme qui, selon le président, doit être soutenue pour contribuer à la préservation de l'environnement, donc de la planète tout entière. On a l'Amazonie, oui, on a aussi le bassin du Congo qui dispose d'une grande étendue de forêt. Le président a donné la superficie. Mais donc le président reste constant dans ce combat. C'est un appel persistant, un appel aux pays les plus riches. On peut citer les États-Unis, la Chine, qui sont des grands pollueurs d'ailleurs, il faut le dire. Donc ce sont ces pays qui doivent se battre pour mettre des moyens à la disposition du Fonds Bleu afin que, je répète encore, que les populations qui vivent dans ces pays posent des actes responsables, c'est-à-dire que ces populations ne contribuent plus à la dégradation de l'environnement. On peut arrêter de couper des forêts de façon irresponsable, mais en retour, ces populations doivent bénéficier, les politiques peuvent être mises en place, doivent bénéficier des politiques d'accompagnement pour remplacer ce qu'ils auront laissé pour sauvegarder l'écologie, les écosystèmes
au niveau de l'Afrique centrale. Je vais abonder, si vous le permettez, je vais abonder à ce que Brice Banzounou vient de dire. En fait, le chef de l'État a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. Lorsqu'il dit « nous devons dépasser les discours incantatoires ». Parce que, souvenez-vous, il faut peut-être rappeler que l'accord de Paris, signé en 2015, entre en vigueur l'année prochaine. Et que les pays signataires ont pris un certain nombre d'engagements. Et le chef de l'État a dit « je ne suis pas spectateur, mais je suis acteur ». Parce que lui, dans son pays, il entreprend un certain nombre d'efforts à travers son gouvernement pour respecter les engagements de l'accord de Paris. Donc, lorsqu'il lance cet appel, c'est peut-être... Bon, on n'est pas devin pour dire qu'il rentrera de Madrid avec de l'argent frais dans ses bagages, non. Mais il met la communauté internationale devant ses responsabilités pour dire si nous ne faisons rien, si nous continuons à faire des discours, à nous réunir sans apporter des solutions concrètes, nous allons tous vers la catastrophe. Mais la crainte, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que les partenaires promettent ce qu'ils ont promis, ces engagements-là qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Ce n'est pas à travers cette COP-là que tout sera réglé. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer, en tout cas, de cette COP 25 ? Moi, je préfère le dire que cette COP va en réalité mettre une sorte de pression sur les partenaires, sur la communauté internationale dans sa globalité, afin que les engagements qui sont pris jusque-là soient traduits dans le fait. En réalité, au-delà du plaidoyer, le président de la République également met la communauté internationale devant ce qui apparaît comme le fait accompli. Nous vivons des moments très difficiles avec toutes les catastrophes que nous voyons. Et quand on les signale, on peut avoir l'idée que les inondations, les ensablements, les érosions, les tsunamis et autres catastrophes naturelles que nous vivons dans le monde sont le fait du hasard. Non, c'est le fait effectivement du dérèglement climatique et il faut donc des actions fortes qui doivent dépasser les niveaux justes des promesses, des engagements verbaux. Voulez-vous ajouter quelque chose ? Merci. J'allais dire ceci, que vous savez que à ce genre d'instance, il y a des chefs d'État qui s'affichent par le chantage. Avant de dire ce que je vais dire, je vais prendre un exemple. On parle de la dénucléarisation de l'Iran. Chaque fois, on a sommé l'Iran d'arrêter de produire l'arme nucléaire. Mais il a accepté. Mais en compensation, qu'est-ce qu'on lui apporte ? Vous avez vu que chaque fois que les États qui ont poussé l'Iran à renoncer à ses activités nucléaires n'ont pas agi, n'ont pas respecté les engagements, l'Iran s'est remis en action. Chez nous, par exemple, le chef de l'État, derrière ce discours, se cache une série d'actions que le Congo avait déjà engagées. Je vous parlerai par exemple de notre engagement sur la RED+, qui concrètement a débouché sur la concession de toute une étendue de forêt, qui contrairement, c'est-à-dire dans la première phase, elle avait été concédée à une compagnie forestière qui devait y exercer une exploitation forestière. Conscient de ces enjeux, conscient de tout ce que nous disons ici, le Congo a convaincu cette société pour qu'elle renonce et qu'on mette cette forêt, il s'agit bien sûr de l'UEFA de Pikunda, qu'on la protège afin qu'elle séquestre le gaz carbonique. Mais en compensation, quand le Congo renonce à exploiter cette forêt, quand ces sociétés qui ont signé avec le Congo, quand le Congo a déjà pris l'argent de ces sociétés et que ces sociétés ne peuvent plus exploiter la forêt, qu'est-ce qu'on fait en retour ? Ça veut dire que si l'argent attendu n'arrive pas pour migrer vers d'autres activités, cette société va contraindre le Congo, sinon va poursuivre les activités forestières. Ça veut dire quoi concrètement ? Il s'agit de trouver des activités alternatives aux populations qui vivent autour et grâce à ces forêts. Il y a les ressources animales qui y sont, qui nourrissent les populations. Il y a les eaux dont on a parlé ici. Bref, la forêt constitue le visier, sinon la principale ressource pour certaines populations. Dire à ces populations, dire au Congo de protéger cette forêt pour le bien de toute l'humanité, ça veut dire que l'arme est là. Le Congo dispose d'un bouton sur lequel il peut appuyer pour faire chanter la communauté internationale. Donc il s'agit pour eux de constater qu'il y a ici urgence à agir ou à ne pas agir, un peu pour revenir au mot premier que j'avais utilisé ici, aller vers l'avant ou capituler. D'accord, aller vers l'avant ou capituler. Un autre mot du côté droit, du côté gauche, sinon on passe à un autre point de notre rencontre. Juste pour compléter ce que Wabout vient de dire, le Congo est je dirais même le premier pays au monde à avoir mis 30
30 millions, je dis bien 30 millions de sa superficie de forêt, d'avoir consenti cela en aire protégée. Donc c'est pour dire que le gouvernement congolais fait des efforts importants. 30 millions d'hectares de forêt consentis en aire protégée. Et bien sûr, Aline, vous savez, quand le président annonce les chiffres qu'il a annoncés pour montrer à la communauté internationale l'étendue de la forêt du bassin du Congo, cette COP de Madrid a pour point principal la mise en œuvre ou encore le lancement du marché du carbone. Ça veut dire quoi? 7,6 sur lesquels les États doivent s'engager pour réduire les effets. Donc le carbone, c'est justement la forêt dont je vous parlais. C'est chez nous, par exemple, au Congo, c'est cette UFA de Pikunda qui a été retenue pour séquestrer le gaz carbonique. Donc voilà un peu pour dire que Madrid doit s'engager, pas Madrid comme tel, mais les différentes parties, les différents pays, les différents partenaires, publics ou privés, doivent comprendre cet enjeu et puis s'y insérer ou sinon laisser le Congo gérer ses forêts comme il l'entend et gagner de l'argent, bien entendu. Aline, s'il vous plaît, vous voyez, toujours dans le discours du président, lorsque le président propose qu'on dépasse l'étape des discours, il faut dépasser l'étape des discours, il faut aller à l'action. Mais ça fait beaucoup d'années que les discours sont prononcés. Et chaque fois, le président, qui est constant dans sa démarche de protection de la planète, revient sur cet appel. Même bien avant même la naissance du Fonds bleu, le président a toujours plaidé, a toujours agi dans le sens de la préservation de l'environnement. Ça date même avant que la communauté internationale se réveille, même avant que la communauté mondiale se rende compte que l'action de l'homme sur l'environnement est à l'origine du dérèglement climatique. On a parlé abondamment de l'initiative du planting d'arbres, c'était le 6 mars, après le 6 novembre, mais parce qu'on connaît l'importance de l'arbre sur la vie humaine. Vous voyez donc des politiques qui ont été mises en œuvre depuis des décennies, et jusqu'à aujourd'hui, le président reste constant dans cette démarche en rappelant aux grands pollueurs qu'il faut agir dans le sens de protéger l'environnement. Et il y a l'instrument, et là, le Fonds bleu, mettez des moyens à la disposition du Fonds bleu. Mais est-ce que cet appel, voilà la question qu'il faut peut-être se poser, est-ce que cet appel que le président ne cesse de lancer, permettez l'expression, tombe dans les oreilles des sourds, ou bien on entend, mais on dit, mais on n'agit pas? Parce que la Chine entend cet appel, les États-Unis entendent cet appel, la France, qui a eu l'honneur d'abriter le sommet, la conférence de l'espoir, entend cet appel. Mais est-ce que ces grandes puissances se disent, oui, il nous faut mettre les moyens à la disposition des territoires qui disposent des conditions qui peuvent nous protéger tous? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'ils écoutent? Oui. Mais pourquoi ils ne répondent pas à cet appel? Non, ils écoutent, ils répondent. Excusez-moi, le cas de la Chine, par exemple, qu'on a présenté ici comme un grand pollueur. Oui. La Chine, par exemple, a rejoint l'initiative de la ceinture verte. La ceinture verte, c'est quoi? C'est le planting d'arbres qui doit protéger le désert, c'est-à-dire qui doit nous protéger, nous les pays du Sud, au sud du Sahara, contre l'avancée du désert, contre l'avancée du sable qui risque de remplir le lac Tchad qui déjà, vous le savez, a subi des effets avec toutes les conséquences auxquelles on assiste aujourd'hui. Donc ça, c'est une initiative parmi tant d'autres qui doivent permettre justement de réduire l'impact de l'homme sur la nature. Je rappelle que cette COP, la COP 25, fait donc suite... c'est donc la poursuite des engagements pris à Paris en 2015, puisqu'il s'agit toujours de mettre l'accent sur des points qui ont été arrêtés, des engagements qui ont été pris, tout ce qui a été décidé. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, on constate que les choses n'avancent pas. Et je rappelle aussi que pour la première fois, le chef de l'État avait lancé cette idée de la création du Fonds bleu à Marrakech, donc à la suite de la conférence de Paris. Donc beaucoup de rencontres ont déjà eu lieu depuis un moment. On va faire un petit retour dans l'histoire, parce que pour arriver là, il y a eu un processus. Nous sommes passés par plusieurs étapes. Alors, avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'autres conférences. Auparavant, je l'ai dit, celle de Rio en 92, suivie de la rencontre de Kyoto en 95, où pour la première fois, la responsabilité de l'homme était établie dans le dérèglement
climatique. Wabout, un mot sur cet aspect des choses, puisque c'est par le début, par les fondements, qu'on peut aussi comprendre les conséquences de l'action actuelle. Merci Aline. Ce que nous découvrons aujourd'hui à travers les différentes COP qui s'organisent, nous sommes à la 25e édition. Les gens ignorent, je dois vous rappeler que vous avez parlé du Rio 92, mais en fait, c'est depuis 1972 à Stockholm que l'humanité a tenu le premier sommet de la Terre. Parce que, je le dis, pour faire un lien 20 ans un peu plus tard avec le sommet de Rio, qui est également considéré comme le sommet de la Terre, c'était le slogan par lequel on a bien vendu ce sommet, mais qui en fait est la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et celle-ci, à l'époque, la COP comme telle n'était pas encore conçue, n'était pas conceptualisée, et cette conférence de Rio a débouché sur une série de recommandations. Ces recommandations devaient permettre aux différents experts et autres d'essayer de travailler, et donc elle s'était tenue du 5 au 30 juin 1992. Donc, c'est la première fois que les États s'engagent à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, le concept est sorti, le terme est sorti, mais ça voulait dire quoi concrètement? C'est là où justement les experts devaient travailler pour définir les axes d'intervention, les axes de recherche. Et là, on arrive, contrairement à ce que vous avez dit, peut-être que votre mémoire a flanché un peu, ce n'est pas en 1995, nous sommes en 1997 avec la conférence de Kyoto, autant pour moi. Voilà, qui, cette fois-là, met en place, définit la Convention sur le climat. Cette Convention sur le climat qui a permis justement, qui sur 10 ans, devait permettre à tous les pays industrialisés, d'abord au départ ils étaient 37, à avoir signé, mais sans ratifier. L'exemple des États-Unis qui a signé mais qui n'a pas ratifié. Or, quand vous n'avez pas ratifié, ça veut dire que ça ne vous engage pas. D'où justement les différentes gesticulations que nous servent les États-Unis. Donc, la conférence de Kyoto, on arrive jusqu'en 2005 à peu près, quand elle prend finalement corps. Plus de 60 États se sont engagés, si ma mémoire est bonne. Donc, disons, l'engagement, c'était 5% pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, voilà un peu les premières conférences, conférence de Rio et la convention, le protocole de Kyoto, ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. C'est ça qui a permis à 55 pays développés de s'engager en faveur de la planète. Un mot sur je voudrais plutôt insister sur le concept d'abord de COP. C'est quoi la COP? Quand nous entendons COP 21, COP 22, COP 18. C'est quoi? La COP, c'est la convention en fait, des États. C'est-à-dire les États qui sont partis à l'accord, à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et on en comptait, je crois, jusqu'en 92, quand nous étions à l'édition de Rio plus 20, c'était au Brésil. Alors, on était à 197 États partis. États signataires de cette convention-là. Et il faut aussi préciser que le moment aussi le plus crucial de la COP, c'était la convention, la COP de 2012 de Doha au Qatar, qui avait plutôt été donc la COP 18, qui était couplée à la réunion, à la 8e réunion des Nations Unies, effectivement, sur les changements climatiques. Et c'est cette rencontre qui a fait en quelque sorte les bilans des premières étapes avant de projeter celles qui allait arriver dans le futur. Donc voilà un peu quelques éléments que je tiens à mettre pour qu'on comprenne c'est quoi la COP et préciser également l'étape qui aura été celle de Doha. D'accord. D'autres rencontres, oui, se sont succédées. On en vient jusqu'à la plus marquante parce que jusque-là, on est pilogue dessus puisque les conclusions ne sont pas encore arrêtées. La COP 21. La COP 21 qui a eu lieu à Paris en 2015. Brice Abanzounou a dégagé quelques aspects tout à l'heure. Donc, au cours de cette COP, un nouvel accord a été signé pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Jusque-là, rien n'avance. Alors, où en est-on avec ces engagements? On sait que la situation n'est pas à la normale. Où en est-on avec la situation? Quel espoir peut-on avoir pour arriver jusqu'au bilan, puisque le bilan est attendu à la prochaine COP de 2020 qui aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni? Vous avez bien fait de rappeler que l'un des engagements phares de cette COP 21, c'était le maintien du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, sinon moins. Et aussi un autre engagement, la communauté internationale s'était engagée à mettre à disposition 100 milliards de dollars
qui devraient être destinés aux pays du Sud pour leur permettre de mettre en œuvre les programmes pro-climat. 100 milliards par an. 100 milliards par an, avec la promesse d'augmenter la mise chaque année. Il y a aussi un autre engagement, il y a eu la répartition des quotas sur les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, on est déçu parce que, d'après les spécialistes et d'après certaines études récentes, il est démontré que le réchauffement climatique tend même à augmenter. Plutôt que d'être limité à 2 degrés, on est en train d'augmenter, c'est en train d'être augmenté 3 degrés, voire même 5 degrés. Et c'est plus alarmant. Les financements promis, malheureusement, ne tombent pas. C'est vrai que ça y est là, il y a quelques pays ou bien quelques institutions multilatérales qui lâchent un peu, qui mettent un peu la main à la poche. Je citerai par exemple la signature récemment d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain qui s'est engagé à mettre à disposition 25 millions de dollars qui devraient être destinés à la mise en place des programmes d'agroforesterie et d'écotourisme. Bon, il y a aussi l'Union européenne et le PNUD qui de temps en temps interviennent, mais malheureusement, c'est encore timide jusqu'ici. Oui, ça c'est dans le cadre de la mise en œuvre des engagements au cours de ces différentes conférences. La suite, on s'en souvient, il fallait aller à Marrakech, au Maroc, pour en fait définir les modalités d'application de tous ces engagements qui ont été pris à Paris. Brice Abanzounou, que peut-on retenir de la COP 22 ? Avant de parler de Marrakech, j'aimerais revenir sur ce que Brice Aristide a dit tout à l'heure, parlant de la chaleur qui ne fait qu'augmenter, parce qu'on a dit que l'année 2019 fait partie, c'est l'une des années où le dérèglement climatique a beaucoup produit des effets négatifs. Alors Marrakech, vous savez que ça vient juste après la COP de Paris. Donc on sort d'une COP qualifiée d'historique et l'année qui s'ensuit, donc 2016, les dirigeants de la planète se retrouvent à Marrakech, en Afrique. On a parlé des actions que le Maroc mène au profit de l'environnement tout à l'heure. Alors Marrakech avait la mission de définir les modalités de l'application de l'accord de Paris. Donc c'est un sommet, on peut dire que c'est la suite logique de la conférence de Paris, parce qu'il s'agissait de regarder comment mettre en œuvre l'accord de Paris qui a été salué par tout le monde. Et donc on a parlé des différentes interventions, parmi lesquelles celle du président Denis Sassou qui a annoncé la création du Fonds bleu. Donc Marrakech est un sommet, est une conférence, est une COP de grande importance dans l'histoire des COP dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en plus, ça a eu lieu en Afrique. En Afrique. Ça aussi, c'est important de le souligner. Voilà. Ouais. D'accord. Brice, vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Brice? Sinon, je passe du côté gauche. Je sais que Wabout voudrait bien dire un mot. Si je peux résumer, c'est pour dire que les différentes COP, on a l'impression qu'elles se ressemblent. Ces conférences se ressemblent. Non. En fait, chaque conférence vient soit pour apporter un plus à la première, à la précédente, sinon pour essayer d'évaluer les engagements qui ont été pris au cours de la précédente ou des premières COP. Vous voyez, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure la conférence de Rio qui, à l'époque, avait défini l'agenda 2021. 2021, on était encore en 1992, mais au fur et à mesure qu'on avance, parce que le travail doit être confié aux experts, et entre les engagements politiques, des politiques, il y a la capacité financière à mettre en œuvre ces engagements-là. Mais il y a aussi surtout le travail des experts. Il ne faut pas confondre comment, malgré le fait qu'on peut avoir l'argent, travailler pour donner forme à ces engagements, donner un contenu aux engagements qui sont pris. Voilà pourquoi Madrid n'est pas une COP de théorie. Madrid est une COP technique. Elle dure 10 jours, contrairement aux premières qui duraient parfois 1 mois. Ici, on a 10 jours juste pour un travail technique. On reviendra, vous m'excuserez de revenir un peu sur ce que le président a dit, qu'il ne s'agit pas de théorie, mais il faut passer aux actions concrètes. Donc, Madrid, c'est une phase pour l'action concrète. On parle de Madrid, une COP technique, mais il y a eu avant Madrid Katowice. Katowice aussi, c'était une COP. Oui, Katowice, évidemment, vous faites bien d'annoncer Katowice. Katowice, on retiendra quoi? On s'est dit, il y a une dimension qu'on ne prenait pas en ligne de compte, c'est-à-dire la dimension genre. Qu'est-ce qu'on fait si les populations au plus bas ne sont pas intéressées? C'est-à-dire, faute d'intéresser toutes les populations, il faut peut-être intéresser une catégorie de cette population, c'est-à-dire la femme, le genre. Parce que la femme, au quotidien, produit des actes. C'est elle qui, dans certains pays, même chez nous ici, entre en forêt,
coupe les arbres, c'est elle qui dessouche certaines essences, c'est elle qui fait un travail, qui retourne en fait la nature, qui fait même la pêche, on a vu des femmes. Mais il faut faire prendre conscience à ces femmes-là. Donc le niveau retenu était de 38% d'intéressement des femmes à l'action écologique. Sinon, les pays, s'ils veulent réussir la transition écologique, devaient intéresser la dimension femme, la dimension genre, à hauteur de 38%. Dimi, était-il important de prendre en compte cette dimension femme? Bien sûr, même au-delà de la dimension femme, je crois qu'il faut faire de la lutte contre le réchauffement climatique, contre les changements ou les dérèglements climatiques, un problème universel qui concernerait toutes les populations de la Terre. C'est-à-dire, est-ce que l'action qui a donné la priorité aux hommes dans ce combat a-t-il eu des résultats à la hauteur des espérances, étant entendu que l'homme n'est pas le seul à détruire cet environnement. Alors, Waboud l'a dit que par nos actions quotidiennes, chacun de nous, à sa façon, détruit la planète, donc y compris la femme, y compris l'enfant. Et c'est pourquoi, chez nous, par exemple, au Congo, je vous prends le cas de la journée du 6 mars d'abord, qui est devenu le 6 novembre pour le planting d'arbres qui a été lancé en 1984. Alors, c'est une journée qui concerne toutes les populations, c'est-à-dire on exhortait chaque citoyen congolais, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit son âge, quel que soit son genre, à planter au moins un arbre ce jour-là pour maintenir l'équilibre de la planète. Vous constaterez, entre autres effets, qu'avant qu'on vous preniez la route, j'en parlais encore avec Wabouz il y a quelques instants, il y avait toutes les chances que, entre Brazzaville par exemple, et Gomboma et Ouesso, pourquoi pas, que vous apercevez de votre voiture même une gazelle qui se promenait dans la savane. Mais est-ce qu'on les voit encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une chose quasiment impossible. Voilà. Et il y avait des moments où même dans les rivières de Brazzaville, on avait des gros tilapias, on avait des silures, on avait beaucoup de poissons. Mais il n'y en a plus. Pourquoi? C'est effectivement l'action de l'homme qui est dévastateur. Et la conséquence, c'est quoi? C'est entre autres, non seulement qu'on n'a plus assez de nutrition, d'aliments biologiques, mais on a également la vie qui devient de plus en plus chère. Vous permettez, Aline, que j'ajoute... D'accord, je commence par... Oui, que je signale quelque chose. La problématique des changements climatiques n'est pas seulement abordée à ces réunions que nous appelons ici COP. Le dernier sommet des Nations Unies, qui a eu lieu en septembre dernier, à New York, oui, a abordé également cette question. C'était même intitulé Sommet Action Climat. Donc c'est une façon de montrer toute l'importance de la question à l'échelle internationale. Je signale aussi, merci de l'avoir rappelé, que c'est à ce moment-là que la Russie s'était prononcée pour adhérer au projet de Paris, parce que jusque-là, il n'était pas encore adhérent. Ça, c'est très important. Et Aline, je voudrais rebondir sur l'aspect évoqué ici, sur l'intéressement de tout le monde. Vous voyez qu'au Congo, par exemple, il y a eu un ouvrage, une bande dessinée qui a été publiée ici à Brazzaville, je crois que c'est Gondwana et l'arbre des ancêtres, qui était un livre du président Denis Sassou Nguesso. Alors, c'était destiné à l'enfant. C'était une façon d'appeler les enfants à aimer la protection et à comprendre la protection de la terre. Vous avez également ici au Congo le programme Terre d'école qui voudrait que des programmes scolaires, on introduise également les aspects liés à la préservation de l'environnement, au développement durable, voilà, à l'économie forestière et autres. Donc voilà autant d'actions qui, au niveau du Congo par exemple, montrent qu'il est important d'impliquer de tout le monde, de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Et puis je ne parle pas au niveau du continent. Nous savons qu'en 2012, le président Sassou a été désigné le porte-parole du continent sur ces questions au sommet des Rio. Et avant, c'était précédé par la publication d'un ouvrage qui rappelait également l'humanité sur les enjeux que représentait la protection de l'environnement. Et le titre, je crois, c'est « Afrique, enjeux de la planète ». Donc voilà autant d'éléments qui nous amènent quand même à comprendre que la problématique est universelle et n'a ni d'âge ni de genre. Brice, vous voulez ajouter quelque chose? J'allais ajouter par rapport à ce que avait dit avant Dimi Ernest lorsqu'il prenait une image que sur la route, il fut des temps où vous voyez une gazelle passer, une antilope, mais c'est là où intervient la notion du développement durable. Et notion de développement durable qui veut que la génération actuelle, tout en répondant à ses besoins,
les besoins de tout genre, ne puissent pas compromettre l'avenir des autres générations. C'est pour ça qu'en République du Congo, on a parlé du 6 mars, du 6 novembre plutôt. Il y a aussi la journée, je crois, du 1er novembre, je ne sais pas si c'est le 1er novembre, où l'on procède à la fermeture de la chasse. En fait, c'est une politique pour, on le dit souvent dans des déclarations, pour permettre à la faune de se reproduire. Si toute la faune est consommée aujourd'hui par la génération actuelle, donc vous et nous, mais qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? D'où l'importance d'agir dans le sens du développement durable. Ce qu'a dit tout à l'heure, je vais juste donner un exemple concret. Vous savez, il y a 2 semaines, nous avons eu une activité à la maison de la société civile de Brazzaville, sur le plateau de 15 ans. Et dans la cour de cette maison, il y a un cacaoyer. J'ai eu la chance d'avoir quand même une cabosse que j'ai cueillie. Et quand je l'emmène à la maison, je montre aux enfants. Aucun des enfants qui étaient là n'a dit que ça c'est un cacao. Il a dit c'est la papaye. Donc pour tout le monde c'était la papaye. Voilà combien de fois, alors que nous, à notre niveau, quand on était encore enfant à l'école primaire, on partait dans les coopératives, à l'époque ça existait, on nous apprenait des essences, on nous apprenait comment protéger l'arbre. Voilà qu'aujourd'hui, des enfants dans certains centres au collège, et vous montez des cacao. Vous dites que c'est une papaye. C'est ça. Alors, ces différentes COP sont des moments de prise de décision et d'engagement politique. Comment se traduisent ces engagements sur le terrain? Pour dire mieux, l'aspect pratique des COP. Le cas du Congo, il y a eu quelques aspects qui ont été ressortis ici, à gauche et à droite. Je voudrais qu'on en parle un peu sérieusement. Oui, parce que les gens peuvent penser que parler de l'environnement, c'est une affaire des chefs d'État, c'est une affaire des politiques ou des diplomates au niveau des différentes COP auxquelles on assiste. Non, il y a des engagements qui se prennent là-bas, c'est vrai, parce que le problème de l'environnement s'est internationalisé, ce n'est plus l'affaire du pays seul. Je vais revenir un peu aux différentes politiques ou mesures qui sont prises dans le cas du Congo. Vous voyez, par exemple, il y a 1-2 mois, on a annoncé une crue du fleuve Ubangi. On s'est dit que c'est loin de nous, bon, ça se passe en RCA, nous ici, qu'est-ce qu'on a à voir? Mais on oublie que le fleuve Ubangi se jette ou se croise, je ne sais pas quelle est l'expression qu'on peut utiliser, avec le fleuve Congo. Et du coup, en croisant le fleuve Congo, il redonne de la puissance à ce fleuve. La conséquence, c'est les différentes crues auxquelles on assiste aussi, qui ont mis Bétou sous les eaux, Mosaka, les différentes villes riveraines de ce fleuve. C'est là la conséquence. Voilà les conséquences tangibles qui peuvent faire prendre conscience, pas seulement aux politiques, mais également aux citoyens que nous sommes, qu'il nous faut changer notre rapport avec la nature. Les mesures sont lesquelles? Elles ont été déjà dites ici. C'est la journée nationale de l'arbre que nous avons engagée depuis 1984. Les mesures sont également les différentes mesures prises au niveau de la gestion de nos forêts. C'est-à-dire on est passé à l'époque on disait exploitation forestière et tout. Après on a introduit la notion d'économie forestière. Ça veut dire quoi? C'est gérer la forêt économiquement en fait, de sorte que l'action que nous menons aujourd'hui, parce que nous voulons vivre, nous voulons vendre, avoir de l'argent, que les forêts soient préservées. Et l'aménagement dit quoi? C'est prélever 2 pieds sur 1 hectare, ce qui suppose des coupes sombres et non des coupes sèches et non des coupes claires, parce que vous savez que ailleurs, au Brésil par exemple, en Amazonie, on a dénoncé la déforestation parce que simplement, on y a introduit l'agroforesterie. Chez nous, il y a eu la résistance parce qu'on a compris qu'en y introduisant l'agroforesterie, ça allait carrément dévaster nos forêts et les conséquences étaient incalculables. Donc, on a la politique d'aménagement de nos forêts, ça c'est un fait. On a également l'autre programme qui a été lancé, je pense, autour de 2010 par là, c'est le PRONAR. Même si c'est vrai, les gens ont dit que le Congo est assez bien couvert sur le plan végétal, mais il y a des zones. Vous voyez, Brazzaville aujourd'hui subit, nous sommes un pays forestier, mais Brazzaville subit les conséquences et des érosions et des inondations, parce que nous avons détruit une part du couvert végétal. Ça, on ne le dit pas assez. Pourtant, nous sommes en plein dans les mesures qui ont été prises de sauvegarder la forêt, de sauvegarder l'écosystème. Bref, je ne reviendrai pas sur ce que Dimi a dit. Quand on dit il faut... la chasse doit être ordonnée, la chasse doit être contrôlée. Quand on arrête les gens qui font la chasse, les gens boudent. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de viande. Manger la viande de chasse devient un luxe. Les gens sont obligés de se retourner vers des produits que vous connaissez, faits à base d'hormones, des produits qui ne sont pas biologiques. Et les conséquences sont
se décline en termes de maladies, en termes de difficultés d'alimentation, etc., etc. Donc voilà un peu, à la fois il y a des mesures qui sont prises, qui ne sont pas assez bien suivies, mais et les conséquences également. S'il vous plaît, j'aimerais rajouter un mot par rapport à la chute de Wabout, lorsqu'il parle des maladies. Vous voyez, à la COP9, ça se passe à Genève, en Suisse, il y avait un thème révélateur. On nous parle d'une planète propre, des populations en bonne santé. Vous voyez que donc la question préoccupait déjà la communauté internationale depuis longtemps. Une planète propre, des populations en bonne santé, une gestion rationnelle des produits chimiques et des sachets. Alors moi j'aimerais m'attarder sur le dernier aspect, les sachets. Vous savez que chez nous au Congo, le gouvernement a pris des mesures pour interdire l'usage le président de la République avait pris un décret interdisant la commercialisation, la fabrication, la commercialisation et l'usage des sacs en plastique, parmi lesquels les sachets, parce que vous connaissez l'action du sachet sur la terre. Un sachet enfoncé sous la terre peut faire 100 ans sans se détruire. Vous voyez? Et aujourd'hui, on parle de responsabilité, de prise de conscience. Mais la prise de conscience doit être collective. Les responsabilités également sont partagées. Aujourd'hui, on voit des sachets à Pointe-Noire, à Brazzaville, alors qu'il y a un décret qui n'a pas été aboli, un décret qui est en vigueur, qui interdit la fabrication, même l'importation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui fabrique les sachets au Congo. L'unique que je sais se trouvait à Pointe-Noire, qui a été fermé dès que le décret a été publié. Alors, les sachets, on les voit dans les rues de Brazzaville, des petits garçons, des jeunes filles qui vendent des produits, de l'eau, des mangues, emballés dans des sachets. Mais quelle est la responsabilité de l'organe censé mettre en œuvre cette mesure salvatrice, celle d'éradiquer sous d'autres cieux, ces sachets n'existent plus. On prend souvent l'exemple du Rwanda. C'est là où je dis que les responsabilités sont partagées. L'État doit agir. Il y a un décret qui est en vigueur, qui interdit l'usage des sachets. Il y a bien des sacs en papier, des sachets biodégradables qu'on peut utiliser en remplacement de cette matière qui dégrade. Si l'environnement, surtout la terre, est dégradé, comment on va faire l'agriculture? Ça veut dire que pour les générations futures, ne pourront pas pratiquer l'agriculture même de subsistance. Parce que la terre serait dégradée. Aline, excusez-moi, vous parlez des mesures qui sont prises. Excusez-moi rapidement, sans monopoliser la parole. Autre mesure qui a été prise, c'est un peu la mise en défense de certains espaces. Ouais. Par exemple, pour protéger la route, les différentes routes, pas seulement la route nationale numéro 2, mais toutes les routes que nous avons. Mais cette mesure existe. Ça veut dire qu'elle vise la protection de l'espace dans lequel nous vivons. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On assiste à la construction des maisons, aux abords même de la route, avec les conséquences qui se traduisent en termes d'érosion. Il faut donc étudier une autre façon d'éduquer en ce moment-là la population. Les mesures politiques sont là, les engagements politiques sont là, mais si elles ne sont pas accompagnées ou ne sont pas accompagnées d'engagement, en termes d'éducation, de sensibilisation, tous les vœux seront pieux. Mais je pense que l'action ne doit pas que s'arrêter au niveau des textes ou de l'engagement des pouvoirs publics. Parce que si ces populations arrivent à ériger leurs maisons sur les zones qui sont interdites, c'est qu'il y a problème, parce qu'il y a une loi. Le lieu est interdit. Mais comment vous pouvez avoir le courage de venir braver la loi s'il y a des mesures derrière qui pourront frapper si vous avez bravé la loi? C'est quelque part, il y a laxisme peut-être de nos pouvoirs publics, conscience des citoyens, mais aussi accompagnement des pouvoirs publics, je pense. Non, sur ce point, je pense qu'il y a laxisme, oui, dans certains domaines, mais sur le domaine de l'occupation, je ne crois pas qu'il y ait laxisme, parce que nous avons vu l'action que l'État mène vis-à-vis de ceux qui occupent illégalement des zones mises à défend. Donc je pense que sur ce point, le gouvernement agit, mais il y a un point sur lequel nous déplorons le laxisme du gouvernement. Je vais parler tout à l'heure des sachets. On en trouve partout, alors qu'il y a un texte qui interdit. Alors on ne peut pas à la fois décider de prendre des lois et ne pas faire le suivi de l'application de ces mesures. Vous permettez que allez-y, Brice. Oui, j'ajoute quelque chose. Brice Abanzono l'a effleuré. J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Nos autorités ont mis en place un concept qu'elles appellent l'agriculture climato-intelligente. Vous savez que le grand facteur de destruction des forêts, c'est l'agriculture. Et pour éviter que nos forêts soient détruites, nos autorités ont pensé que désormais, l'agriculture consistant par exemple à faire des grandes plantations de palmiers à huile et d'autres arbres ne doit plus se faire en zone forestière.
ça doit se faire en zone de savane. Et le sol, il faut désormais éviter l'utilisation abusive des engrais chimiques qui détruisent le sol. Brice l'avait effleuré entre-temps. Et puis, il y a d'autres mesures qui ont été prises, notamment sur la pêche maritime, qui doit être faite selon certaines normes, et c'est encadré par la loi. Et c'est ce concept que le ministre d'État Henri Njombo appelle l'agriculture climato-intelligente. On parle aussi, sur ce point responsabilité, on parle aussi de la responsabilité des médias. On nous accuse, nous aussi, de ne pas très bien faire notre travail de sensibilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un point de vue. C'est pas un point de vue, c'est à juste titre d'ailleurs, parce que je pense que les médias, quels qu'ils soient, sont le relais des politiques publiques. En dehors du fait qu'ils sont des relais, mais ils assurent un peu cette courroie de transmission entre le peuple, les populations et les pouvoirs publics. Il y a des choses qui sont dites, il y a des comportements que les populations adoptent faute d'information. Ça, c'est un fait. Mais l'information, qui a la charge de l'information dans un pays? C'est nous, justement, les médias. À travers les tribunes que nous organisons, vous voyez que les gens pouvaient s'attendre à ce que nous arrêtions essentiellement, nous fixions essentiellement sur la COP de Madrid. Mais vous voyez que cette COP est un prétexte qui nous a permis d'aborder, d'éclairer l'opinion sur les aspects pratiques, sinon les conséquences. Ils peuvent se dire, ils se décident là-bas, ceci, cela, ça ne nous concerne pas, mais notre éclairage, notre argumentation peut leur permettre de comprendre qu'il y a nécessité et urgence de changer de comportement. Donc, les médias, oui, nous devons donner la parole aux gens pour les écouter. Qu'est-ce qui les emmène à agir comme ceci plutôt que comme cela? Vous voyez, il y a eu cette politique de ramassage des différentes carcasses dans la ville. Elle s'est arrêtée net, peut-être parce que nous, les médias, n'avons pas assez accompagné l'action des pouvoirs publics. Mais la conséquence de ces carcasses le long de nos artères, il y a aujourd'hui des véhicules usés qui sont utilisés, qui vous dégagent un bruit terrible avec un échappement, je ne sais pas, d'une matière qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas la maîtrise. Non seulement que ça dérange notre ouïe, mais en même temps, sur le plan respiratoire, les conséquences, je ne suis pas spécialiste, on ne peut pas les mesurer. Donc, tout de suite, on est interpellé. Nous, les médias, devons jouer les alertes. Aline, au risque de me répéter, j'avais dit dans cette tribune que c'est un travail, donc qui intéresse tout le monde. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Nous, par exemple, les médias, on peut intervenir dans la conscientisation des populations, dans la vulgarisation des textes et dans l'explication des conséquences qui peuvent survenir au cas où les mesures prises par l'État pour protéger l'environnement et les populations ne sont pas respectées. Et voilà pourquoi je parlais d'une inclusivité dans la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle à jouer. D'accord. Alors, nous allons petit à petit vers la fin de notre tribune. Je rappelle que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est exprimé tout à l'heure depuis Madrid, mais le message du président de la République a été clair, direct et engageant, parce qu'il a rappelé à la communauté internationale ses engagements, son combat sur les changements climatiques. Brice Abanzounou, le Fonds bleu, le président a parlé, le plaidoyer continue de se faire, on y croit? Oui, il faut y croire parce que c'est un appel pour la sauvegarde de l'environnement, pour la sauvegarde de la planète. Tôt ou tard, la communauté internationale prendra la mesure de la chose au niveau du Fonds bleu et comprendra que les différents appels lancés par le président Denis Sassou Nguesso, on a parlé à Rio, le président était le porte-parole de l'Afrique, à Marrakech, le président a parlé, il y a beaucoup de sommets au cours desquels le président a lancé des signaux pour dire attention, la planète va mal, mais il y a un territoire qui peut contribuer à sauver la planète tout entière. Les forêts du bassin du Congo ne vont pas seulement sauver les populations du Cameroun, de l'Angola, du Gabon, non. Elles sont là pour garantir la survie à toute l'humanité. Déjà, on est deuxième poumon écologique mondial, il faut le rappeler. Donc, pour être bref, aujourd'hui, avec le sommet, la conférence de Madrid, le président a dit, l'heure, c'est à l'action. Il faut agir sur tous les plans. Agir sur le plan de la conscience au niveau des populations, la conscience au niveau des pouvoirs publics. Donc, prendre des décisions pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci, il faut faire cela.
Voilà. De son côté, je pense quand même que le président de la République mène beaucoup d'actions pour lutter contre ces phénomènes-là. On voit bien l'action du gouvernement, on voit bien les actions qui se font avec les partenaires. On se souvient récemment de l'accord signé entre le gouvernement et le gouvernement congolais et le gouvernement américain sur la gestion de la biodiversité. Brice Benza l'a dit tout à l'heure. Brice, rappelez-nous, c'est un accord. L'application de cet accord se fera comment ? C'est un accord d'un montant de 25 millions de dollars qui s'étale sur 5 ans à raison de 5 millions de dollars par année. Et c'est un financement, c'est un don, ce n'est pas un prêt, c'est un don. Et c'est un don destiné à mettre en œuvre des projets qui entrent dans le cadre de l'écotourisme et des projets qui entrent également dans le cadre de l'agroforesterie. Ça, c'est... Pour me résumer, bien sûr, sans entrer dans les détails trop techniques et auxquels nos téléspectateurs ne sont pas habitués. Et c'est quand même une bonne nouvelle, on va dire, sur ce point-là. C'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas assez. Il faut que la communauté internationale en fasse davantage. D'accord. Alors, je passe la parole à Walid. Non, je reviens puisque le prétexte qui nous réunit ici, c'est le discours, la prise de parole du chef de l'État à Madrid. Oui. Je crains qu'on ne reste à ce discours qui a été prononcé à Madrid. Je pense qu'il nous faut, quand je dis nous, c'est-à-dire au niveau national, s'approprier ce discours-là. Autant le président s'adresse à la communauté internationale, mais autant il s'adresse également à nous autres. C'est-à-dire comme lui, nous devons cesser d'être spectateurs, de penser que l'humanité brûle à un autre niveau, mais pas chez nous. Quelles sont les actions ? Qu'est-ce que concrètement nous pouvons engager comme action ? Je pense qu'il nous revient à nous, décideurs, là où ils sont, chacun là où il est, les maires d'arrondissement, les préfets, les sous-préfets, les hauts fonctionnaires, bref, les autorités. Et les médias aussi. Les médias, bien sûr. Même au niveau de l'enseignement, quelqu'un a parlé ici d'introduire au niveau du système scolaire, des programmes scolaires, des cours qui puissent éduquer, changer le logiciel de nos enfants. Voilà donc comment s'approprier ce discours-là, le rendre concret, afin qu'il cesse d'être un discours incantatoire, c'est les mots du président. Donc, à notre niveau, comment donner un sens à ce discours, c'est par les actions de sensibilisation, les actions d'information, mais surtout, je vais lâcher le mot, les actions de répression. Ça, c'est clair. Il faut sévir. Moi, je parle plutôt qu'au-delà du cadre national, du cadre congolais, alors il faut une conscience au niveau international. Parce qu'en réalité, les Congos ou les pays du bassin du Congo viennent au secours de l'humanité qui paraît inconsciente des drames qui sont en train d'arriver. Le Congo, en réalité, n'est presque pas pollueur de l'environnement. Le Congo, en réalité, ne produit pas assez d'actions qui mettent la planète en danger. Mais curieusement, c'est les Congos qui semblent avoir plus conscience de ces dégâts que ceux qui sont à l'origine de ces désastres. Alors, donc, au-delà de ce que Wabous dit, que les Congolais s'approprient, je crois qu'au-delà du Congo, il faut que toute l'humanité s'approprie ces messages qui est fort et qu'on quitte les stades des engagements verbaux et qu'on parte sur le terrain de l'action. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question à tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui nous préoccupaient. Dernière question, ce sera la même pour tout le monde. Votre dernier mot, Brice Aristide. Mon dernier mot, j'évoquerai une image. L'humanité aujourd'hui ressemble à un malade qui est conduit à l'hôpital. Le corps médical vient de faire un diagnostic. On connaît ce dont le malade souffre. On prescrit une ordonnance pour que les médicaments soient achetés. Malheureusement, dans la famille, il y a des gens qui ont des moyens, qui ne mettent pas la main à la poche, qui se contentent chaque semaine d'organiser des réunions. Est-ce que cette façon de faire va concourir au rétablissement de ce malade? Point d'interrogation. Alors, pour répondre à ce point d'interrogation, il veut tout simplement dire que les grandes puissances ont intérêt à mettre la main dans la poche pour sauver l'humanité qui est, on l'a dit, en danger. C'est des grands pollueurs, mais ils ne doivent pas assister à la destruction totale de l'humanité. Le président a parlé des glissements de terrain, des inondations, même si Ernest Dima dit nous ne subissons pas comme... Mais si on voit le degré de dommages, on peut dire que le Congo également subit. Allez-y au quartier La Base, allez-y à Moussaka, il y a des glissements de terrain, des inondations. Donc l'heure est à l'action. Voilà, l'heure est à l'action, pas au discours, comme on a dit le président, incantatoire. Je vais plutôt recourir à Thomas Sankara qui disait ce n'est pas parce que le malade prononce
le nom du médicament qui les guérit. Il faut le prendre. Donc, il faut que la communauté internationale prenne effectivement les médicaments qui vont mettre la planète à l'abri de ces dérèglements. Les médicaments, c'est quoi? C'est pratiquer les engagements qui sont pris, c'est financer les différents projets, dont les fonds bleus, qui permettent à l'humanité de se protéger contre ces dérèglements. On termine par vous, Waboud. J'ai lu une enseigne au niveau de la conférence de Madrid, on dit « time for action ». Le temps est à l'action. Et pour ne pas reprendre ce qui aujourd'hui conduit la politique du président Emmanuel Macron, qui parle de transition écologique, je pense que tous les États aujourd'hui, surtout nous au Congo, on a besoin de changer notre comportement vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de la nature. Les Congolais ont intérêt à changer de comportement. La menace environnementale n'est pas un concept, hein. C'est la triste réalité. Je pense que dans nos portables, ici à Télé Congo, vous avez diffusé des images qui font peur. On ne sait pas comment s'annoncent les 5 prochaines années. Sur le plan écologique, bien entendu. D'accord, c'est noté. Voilà, Madame, Messieurs, c'était notre tribune consacrée à la COP 25 qui se tient actuellement à Madrid en Espagne, qui a débuté donc aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 13 décembre. Conférence où se trouve actuellement le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui prend part aux côtés d'autres dirigeants du monde. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé tout à l'heure. Le chef de l'État a dévoilé son message, a dévoilé ses engagements, a réitéré ses engagements sur le combat contre les dérèglements climatiques. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Congo.